Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur la candidature de Manuel Valls. Il se lance dans la course à la primaire et à la présidentielle. Depuis son fief d'Évry, il dit vouloir être le candidat de la conciliation et de la réconciliation. Alors comment celui qui a théorisé les deux gauches irréconciliables pourrait en être le rassembleur? Et puis quel est le visage de la gauche selon Manuel Valls? C'est le grand débat ce soir. En Europe, les populistes encouragés en Italie et déçus en Autriche. Au final, un scrutin qui rassure et un autre qui inquiète. Quelles sont alors les leçons que l'on peut tirer pour la suite? Et puis, réflexion plus générale autour du référendum arme à double tranchant. Sur ce sujet, le match des idées opposera Marc-Olivier Padis, directeur des études à Terra Nova, à l'ancien magistrat Philippe Bilger. Enfin, l'entretien, mon invité est une femme engagée. Elle soigne les oubliés et les persécutés en zone de guerre, en particulier en Irak. Élise Bogossian est médecin acupunctrice au service des autres. Le grand entretien est à suivre tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci de nous être fidèles. Le hashtag OVPL pour vos réactions et puis vos questions. Et avant d'accueillir mes premiers invités, le tour d'horizon de l'actualité du jour est signé Flora Sauvage. Alerte aux particules fines à Paris. Demain, la préfecture a annoncé la circulation alternée dans la capitale et dans 22 communes d'Île-de-France. Seules les voitures avec une plaque d'immatriculation paire pourront circuler et ce pic de pollution s'évite aussi à Lyon et en Rhône-Alpes. Un épisode dû à l'usage de chauffage polluant face aux faibles températures. C'est le dernier du quinquennat de François Hollande. Le budget de la sécurité sociale, rejeté par le Sénat, est définitivement adopté. Il prévoit la fin du trou de la Sécu et un geste fiscal pour les ménages les plus modestes. Le gouvernement table sur un déficit du régime général ramené à 400 millions d'euros contre 3,4 milliards en 2016. La branche maladie va devoir réaliser environ 4 milliards d'économies. Chômage. Le taux de pauvreté repart à la hausse. Selon l'INSEE, plus d'un Français sur 7 vit avec moins de 60% du revenu médian, soit 1 003 € pour une personne seule. Selon l'Institut national de la statistique, cette hausse proviendrait de l'augmentation du nombre de chômeurs vivant sous le seuil de pauvreté. Polémique. La polémique enfle après les propos de Ségolène Royal, présente ce week-end aux funérailles de Fidel Castro à Cuba. Il y a toujours bien du positif et du négatif dans les histoires, mais on va pas certains ne vont pas se rhabiller à bon compte au nom des droits de l'homme, alors qu'on sait qu'ici, quand on demande des listes des prisonniers politiques, on n'en a pas. La ministre de l'Environnement a été recadrée par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, pour qui Fidel Castro était clairement un dictateur. Jean-Pierre Raffarin sur RTL demandait ce matin sa démission. Même indignation du côté des associations. Amnesty International a recensé au fil des ans des centaines de cas de prisonniers d'opinion. C'est désormais officiel, le Grand Prix de France fera bien son retour en 2018. Aujourd'hui, je peux vous annoncer clairement, fermement, définitivement, mesdames et messieurs, le retour du Grand Prix de France de Formule 1 dès l'été 2018 en France, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le dernier Grand Prix de France remonte à 2008 sur le circuit de Manicourt dans la Nièvre. Les retombées économiques sont estimées à 65 millions d'euros. Une annonce qui devrait réjouir François Fillon, grand amateur de course automobile. Culture. Michel Polnareff entre la vie et la mort. Le chanteur souffre d'une embolie pulmonaire qui engage son pronostic vital. Âgé de 72 ans, l'interprète de La Poupée qui fait non a dû annuler les 2 derniers concerts de sa tournée prévus à Paris et à Nantes. Idole de toute une époque, l'auteur de Lettres à France lutte ce soir contre la mort. Et dans l'actualité, cette question ce soir. Quelle gauche incarne Manuel Valls? Celui qui s'est lancé dans la bataille présidentielle est considéré comme un briseur de tabous. Il a théorisé lui-même les deux gauches irréconciliables. Alors peut-il en être le rassembleur? C'est aussi un responsable politique qui a un discours tranché et assumé sur les questions de sécurité, d'identité, de laïcité. On va en parler avec nos invités ce soir. Pascal Boitard, bonsoir.
Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous soutenez la démarche et la candidature de Manuel Valls. Vous êtes au sein du gouvernement, secrétaire d'État en charge de l'autonomie et des personnes âgées. Merci de nous accompagner ce soir. Face à vous, Isabelle Vera-Masson, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste de communication médiatique et directrice de recherche au CNRS. Paul-François Paoli nous accompagne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, journaliste au Figaro et vous avez publié « Quand la gauche agonise, la République des bons sentiments » aux éditions du Rocher, livre dans lequel vous analysez l'effondrement, dites-vous, intellectuel de la gauche, et on va en parler ce soir. Face à vous, Jean Birenbaum, bonsoir. Bonsoir. Journaliste au Monde, vous dirigez Le Monde des livres et vous avez publié également un livre remarqué intitulé « Un silence religieux, la gauche face au djihadisme » chez Plomb. Alors, mesdames, messieurs, avant d'entrer bien dans le vif de notre débat, je vous propose de revenir sur les temps forts de la déclaration de candidature de Manuel Valls depuis Évry tout à l'heure. Les détails avec Mounir Soussi. Oui, je suis candidat à la présidence de la République. Manuel Valls acclamé dans son fief d'Évry. Ici, le candidat est en terrain conquis. Son premier défi, enclencher un processus de réconciliation au sein de son camp. Je constate la division à gauche. Mais jusqu'à quand allons-nous subir ce spectacle? Voilà un beau motif de sursaut. Il y a une exigence de rassemblement. Et au fond de nous, je sais qu'il y a une envie de se retrouver. Un discours d'apaisement pour celui qui a entretenu des rapports tendus avec une partie de sa majorité. L'utilisation à plusieurs reprises du 49.3 pour contourner les frondeurs a laissé des traces. Pour ses futurs concurrents à la primaire, l'angle d'attaque est tout trouvé. Il explique vouloir unifier les gauches, il les a divisées avec la déchéance de nationalité. Et il est maintenant le premier défenseur de l'unité de la gauche, alors qu'il a théorisé les gauches irréconciliables. Martine Aubry et une partie des proches de François Hollande ne comptent pas laisser le champ libre à Manuel Valls. Avant de tenter de convaincre les Français, il va devoir persuader ses camarades qu'il est le mieux placé pour porter les couleurs de la gauche. Une mission qui s'annonce très compliquée. Voilà, Manuel Valls, candidat ce soir. Pascal Bottard, compte tenu des premières réactions et des flèches qui sont décochées, est-ce que vous craignez dès ce soir une alliance contre lui, un tir groupé, sorte de tout sauf Valls qui est en train de s'esquisser? Écoutez, ce serait une attitude totalement irresponsable. Parce que je pense qu'une primaire est là aussi pour que chaque candidat fasse valoir de son projet, de ses idées, de ce qu'il pense être bon pour les Français et pour le pays. Donc ce qu'on attend d'une primaire, moi pour avoir participé à l'organisation de la première primaire de la gauche, c'est justement que chacun fasse valoir de ses idées, de ses projets et que ça dépasse des histoires de personnes, mais vraiment... passionnés, ceux qui peuvent venir voter à la primaire par le débat d'idées et vraiment quelque chose de riche et non pas quelque chose qui pourrait être repoussoir d'ailleurs pour toutes les personnes de gauche qui aujourd'hui sont très inquiètes par ce qui est présenté par la droite et évidemment l'extrême droite. Vous dites les idées, les projets, le projet et donc finalement le bilan. Également une question qui peut-être peut appeler à une réponse troublante. Manuel Valls a pensé que l'action du président, que son bilan l'empêchait de se représenter. Comment alors ce même bilan, cette même action pourrait être portée par Manuel Valls et pourrait l'amener à une éventuelle victoire? Il n'a pas dit que le bilan du président l'empêchait de se présenter. Il n'a jamais dit ça, puisqu'il a toujours dit que lui était fier de ce bilan. Vous le pensez peut-être très fort. Non mais vous ne pouvez pas surinterpréter des choses qui n'ont jamais été dites. Donc il n'a jamais dit cela, puisque lui-même a dit... Ce bilan. Il a dit qu'il était fier de ce bilan et qu'il défendrait ce bilan et qu'en même temps, il ferait des projections pour le pays et pour celles et ceux qui vivent dans notre pays. Mais il défendra le bilan, Bien tout sûr, le bilan. Il l'a dit. Il l'a dit. Pas rien que le bilan. Il a des propositions à faire à la France. Ce soir, il a déjà commencé à esquisser des grandes lignes. Et les jours qui viennent vont être justement mis à profit pour préciser ce qu'il veut proposer aux Français. Alors, on va poursuivre notre tour de table et poser cette question, Isabelle Vera-Masson. Quelle gauche incarne tout simplement pour vous, Manuel Valls? Au moment où l'on dit que la gauche, le PS, ressemble à un fantôme, à un cadavre, est-ce que Manuel Valls peut représenter aujourd'hui un vrai courant porteur pour cette gauche? Écoutez, Manuel Valls, on le connaît quand même très bien, puisqu'il a participé à la primaire de 2012. Donc, il a exposé son programme à l'époque. Je ne vois pas d'ailleurs en quoi il a changé. Il a fait à l'époque 5% des voix. Et il était donc très minoritaire, ce qui ne l'a pas empêché de devenir Premier ministre. Il y avait eu là une certaine surprise.
Mais je ne crois pas donc encore une fois qu'il ait changé d'opinion. Il est à la droite du Parti socialiste. Il a toujours un discours très volontaire, contrairement à Emmanuel Macron, de déclaration qu'il est de gauche. Il répète de manière très incantatoire « je suis de gauche, je suis socialiste », etc. Même si dans les propositions, vous vous souvenez, la remise en cause des 35 heures, la TVA, l'attitude à l'égard des Roms qui avait quand même surpris quelques-uns, on ne voit pas tellement la différence entre, disons, le centre-gauche et puis et Manuel Valls. Donc il va avoir un problème, c'est de s'identifier à la gauche, puisqu'il doit, comme il le dit, rassembler. Ça ne va pas être facile, parce qu'encore une fois, son programme n'a pas changé, me semble-t-il. Ce qui est amusant, c'est que... Mais l'époque a changé. L'époque a changé, et puis la mise en scène, la communication est adaptée. Hein. On a vu là, à Évry, ville populaire, derrière lui, toutes les... Son fief. Toutes les catégories de la population donc, étaient derrière lui, des blackos, je ne sais pas comment il les appelle, enfin des gens de couleur, de toutes les minorités, des enfants, des femmes. On était très loin de ce qu'on voit tous les jours. Écoutez, moi, je ne pense pas à Manuel Valls. Moi, je pense que je suis sidérée quand je vois les hommes politiques se déplacer. Je pense à Emmanuel Macron. Je pense à quel point derrière eux, il y a des hommes blancs en costume et que la diversité de la France n'existe pas dans ce... Là, ce soir, elle y était. Donc c'est positif. J'étais ravie, tout à fait. Il ne faut pas que ce soit que de la communication, Pascal Wattin. Je ne crois pas que ce soit de la communication, parce qu'il a été maire de cette ville pendant 10 ans. Il a toujours revendiqué justement ce mélange des populations. Et il a déjà, et c'est pour ça qu'il s'est exprimé à plusieurs reprises contre la ghettoisation aussi de certains quartiers. D'ailleurs, on lui a reproché à l'époque. Et moi, pour avoir été députée d'une circonscription à la fois rurale, mais aussi avec des quartiers populaires, je peux vous dire que c'est un vrai enjeu de sortir les gens d'un ghetto et de leur permettre d'avoir accès à tous leurs droits et à toutes les possibilités que peut leur offrir la République. Et le visage qu'il y a, les visages qui sont autour de lui, ce sont des élus, des citoyens de son territoire, parce que lui, il a un territoire qui effectivement est un quartier populaire. Ce sera probablement l'un des axes de son projet. On lui demandera à chaque fois que ne l'a-t-il pas fait durant ces dernières années, et bien contribuer davantage à cela. On peut en discuter parce qu'on a fait beaucoup de choses. On va terminer le tour de table quand même. Paul-François Paoli, est-ce que c'est l'heure de vérité, de clarification pour la gauche dans les prochaines années, dans les prochains mois? Vous-même, dans votre livre, vous l'avez théorisé, vous avez dit que la gauche agonise, mais est-ce qu'elle peut renaître de ses cendres? Alors, ce que j'ai théorisé, moi, c'est pas la disparition de la gauche comme force politique. Ce que j'ai théorisé, c'est la disparition, l'effondrement de la gauche comme puissance de rassemblement historique, c'est-à-dire comme transcendance historique, comme transcendance morale, la gauche qui fait l'histoire, la gauche qui représente la justice, la gauche qui représente le progrès. Toute la mythologie de la gauche, aujourd'hui, est d'une certaine manière en morceaux. Et il y a presque quelque chose de pathétique quand on voit Valls essayer de renouer avec cette idée que la gauche... D'ailleurs, vous remarquerez qu'à droite, on dit jamais la droite. On dit toujours à gauche, la gauche. Parce que la gauche, c'est une sorte de... C'est une catégorie, c'est un archétype transcendantal. C'est la gauche, c'est-à-dire c'est une sorte de valeur absolue. Voilà. Mais aujourd'hui, sauf que le problème aujourd'hui, c'est que le peuple de gauche ne se reconnaît plus dans cette gauche. Parce que on le sait, ça c'est pas une opinion, c'est un fait. Les classes populaires, en particulier ce qu'on appelait autrefois la classe ouvrière, enfin le peuple ouvrier s'abstient ou vote pour le Front National, et que par ailleurs, il y a aujourd'hui 3 gauches. Il y a la gauche que je qualifierais de fondamentaliste, fondamentale, qui est autour de Mélenchon, qui est une gauche ultra-étatiste. Il y a la gauche libérale, qui est détestée par la gauche étatiste que représente malgré tout Macron. Et entre les deux, Valls qui essaye de naviguer entre les deux avec Montebourg qui lui met des pots de banane. Et donc ça va être très difficile pour lui de creuser son sillon. Quand on vous entend, on dit que c'est vraiment l'agonie ou qu'en tous les cas... Vous savez, l'agonie, ça peut durer longtemps. Et puis, de toute façon, ce qui agonise, c'est un mythe. C'est pas les partis de gauche. Alors, un mythe et peut-être un esprit, en tous les cas, Jean Birenbaum, Manuel Valls veut faire revivre, en tous les cas, incarner l'esprit français. On va l'écouter sur ce point précis. Vous nous direz ce que vous en pensez. L'esprit français, c'est la liberté. Celle qui consiste à exercer, quoi qu'il en coûte, son esprit critique, celui de Voltaire. Car l'esprit français, nous le savons, est indocile et rebelle. Et en 2015, nous l'avons payé par le sang. L'esprit français, c'est penser en grand pour le monde. L'esprit français, c'est la culture, la création,
notre magnifique exception, notre patrimoine, nos paysages, notre créativité, la French Tech reconnue sur tous les continents, mais aussi notre langue, le français, que des dizaines de millions d'hommes et de femmes parlent dans le monde, le français, celui de Rabelais, d'Hugo, de Camus, de Césaire, de Beauvoir, de Patrick Modiano ou de Leila Slimani. Cet esprit français, je veux l'incarner, le faire respecter, l'entretenir, le porter, c'est pour moi une mission fondamentale. Voilà, une mission fondamentale, l'incarner, le porter, c'est quand même une mission dont il se sent investi. Jean-Pierre Baume, comment vous l'interprétez, comment vous le définissez, cet esprit français ? C'est intéressant parce que finalement, en parlant d'esprit français comme ça, il rejoint toute une tradition qui est de gauche, mais pas seulement de gauche, où converge aussi une certaine droite. Vous savez qu'on parlait de gauche en morceaux ou de gauche à l'agonie, mais en même temps, la gauche est toujours à l'agonie, n'en finit pas de renaître de ses cendres. Dans les années 80, au début des années 80, Jean-Paul Sartre était très déprimé par l'état de la gauche. Il parlait justement de ce grand cadavre à la renverse. Et il disait dans un texte où il parlait de la gauche et où il essayait de retrouver le principe de la gauche, un principe pour la gauche, il disait « La France, c'est quelque chose qui existe pour moi ». Et en fait, en disant cela, Manuel Valls se rejoint toute une tradition qui va de Bernanos quelque part à Mélenchon. Vous voyez, Bernanos, cet écrivain catholique, royaliste et nationaliste, qui disait « L'histoire de mon pays a été faite par des hommes qui croyaient à la vocation surnaturelle de la France ». Et Mélenchon, qui à travers le jacobinisme et toute une tradition dont se réclame aussi là Manuel Valls, croit aussi à une certaine vocation universaliste de la France. À l'Assemblée constituante, en 89, il y a un député qui a crié, qui a lancé quelque chose comme France, tu n'es pas là pour recevoir l'exemple du monde, tu es là pour le donner. Donc il y a cette tradition qui est peut-être exorbitante, fantasmatique et toujours en décomposition, mais toujours qui renaît en permanence aussi, effectivement de croyances à droite comme à gauche d'un certain esprit français, du point de vue de l'universalisme et de la vocation de la France à rayonner par-delà ses frontières. Mais il parle aussi dans ce discours d'esprit critique, de rapport à la langue, et c'est assez beau ce rapport à la langue dont il parle, parce que lui-même est né dans plusieurs langues. Il dit toujours qu'à la maison il y a à la fois l'italien, enfin qu'il venait d'une tradition à la fois par sa mère de l'Italie, par son père de l'Espagne, évidemment d'adoption française. Et donc il rejoint à travers cet esprit français-là quelque chose qui est très fort, et que par exemple le philosophe Jacques Derrida définissait en disant une langue, ça n'appartient pas. Et ça, c'est effectivement un certain esprit français. La langue n'appartient pas, et je n'ai qu'une seule langue, et ça n'est pas la mienne. C'est-à-dire que ma langue maternelle n'est pas la mienne, et on est presque pris par la langue, elle nous tombe dessus, et elle nous relance autrement. Donc, à travers cette espèce de grande sortie sur l'esprit français, il rejoint toute une tradition comme ça, qui, sans doute, le replace dans un espace qu'il veut être à la charnière de différents courants, et qui, surtout, lui permet de s'extraire d'une accusation qui lui est faite en permanence, qui est de faire le jeu de l'extrême droite. Oui, en plus, il a un boulevard dans la mesure où François Fillon semble vouloir revenir sur une autre manière de parler de l'esprit français qui est le modèle social français. Et donc j'ai l'impression qu'il joue un petit peu avec ces références qui sont des références qui appartiennent à la fois à la droite et à la gauche. La nation, elle passe de la droite à la gauche en fonction de ce qu'on veut bien en faire, c'est pratique. Et là, il a une manière de jouer avec ça à cause de cette idée du modèle social français qui est en train d'être mise en cause. Donc il a une place grâce à le fait que la droite devient véritablement extrêmement à droite. Ou une vraie droite. Une vraie droite, si on peut dire ça. Ce qu'il y a, c'est que le topos universaliste, tout le monde investit dans ce topos. Fillon, Guénaud, c'est son credo. Juppé, c'est son credo. Villepin, c'est son credo. Sarkozy a utilisé ce credo. Il est crédible, Manuel Valls. Mais oui, mais tout le monde peut utiliser ce topos, mais aujourd'hui, l'universalisme français, il subit une crise terrible parce qu'il est confronté à un autre universalisme qui est l'universalisme de l'islam. Et que donc, de toute façon, la France n'a pas le monopole de l'universel. Et ça, c'est quelque chose que les hommes politiques ne sont pas prêts à entendre parce que c'est facile de faire des discours sur l'universel. Par contre, il y a quelque chose qui s'impose quand même là, c'est que par rapport à Marine Le Pen et à François Fillon, en creusant cet axe universaliste français, il se distingue d'une certaine manière parce que certains, je disais tout à l'heure, France, tu es là pour donner l'exemple et non pas pour le recevoir, d'après un député de la Constituante en 89, certains à l'extrême droite, comme chez François Fillon apparemment, sont prêts à recevoir l'exemple plutôt venu de Russie. Dans le discours de Marine Le Pen, d'ailleurs que Le Monde a retranscrit dans son entier, elle revendique l'héritage de Victor Hugo et de René Girard. C'est à hurler.
Je veux dire que c'est quand même un parti qui vient de Barès et de Charles Maurras, et il revendique aujourd'hui l'héritage de Hugo et de René Girard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde est universaliste, mais ce n'est pas forcément bon signe. Il faut qu'il y ait une réflexion sur ce que c'est que l'universalisme. Il y a vraiment... Je pense aussi qu'il existe quelques perversions et quelques utilisations de symboles. D'autres aussi sont essayés, d'ailleurs, à la dernière présidentielle, avec des symboles forts de la gauche, pour considérer que tout appartenait à tout le monde. Et je crois que Manuel Valls, justement, veut aussi mener cette bataille culturelle, qui est que la gauche, eh bien, elle peut parler de la nation, elle peut parler de la République, et la République sociale appartient à la gauche aussi. Hein. Elle a été portée haut et fort par d'illustres personnes attachées à la famille de la gauche. Et donc, je crois que Manuel Valls, il veut donner du sens à tout cela et pas seulement faire des citations, et que son esprit à lui, c'est cette République sociale, mais qui s'inscrit dans la réalité, dans le quotidien des Français. Parce que sans réalité, si vous voulez, les discours restent lettres mortes. Et voilà. Et c'est un homme politique qui, certes, fait de beaux discours, enfin moi que j'apprécie, mais qui a la qualité aussi de vouloir ancrer dans la réalité ce qu'il dit, même si c'est pas toujours simple, et que le chemin est parfois difficile pour y parvenir. On peut lui reconnaître, Jean-Pierre Baume, que sur ces questions, et puis si on bouge un petit peu sur les questions identitaires, il a un discours assumé, tranché, qu'on le veuille ou pas, sur l'identité, sur la laïcité. C'est d'ailleurs un petit peu l'objet de votre livre, où vous reprochez à cette gauche son aveuglement sur ces sujets-là. Est-ce qu'il, lui, il peut représenter cette gauche plus pragmatique sur ces sujets? On verra si les Français qui vont aller voter à cette primaire sont en cohérence avec ce qu'ils pensent après. Alors c'est vrai que Manuel Valls s'est un peu distingué par exemple au lendemain des attentats de janvier 2015. Il a été il a été de ceux qui n'ont pas repris le discours de François Hollande ou de Laurent Fabius ou de tant d'autres, qui étaient de dire tout ça n'a rien à voir avec la religion en général et avec l'islam en particulier, parce que Manuel Valls a l'air de comprendre que en disant cela, en fait, on trahit tous les musulmans qui se battent pour essayer de soustraire leur foi à la violence sanglante. Donc lui n'a pas voulu nier le rapport entre le djihadisme et l'islam, et il n'a pas tenu ce discours. Il a eu un discours plus, disons, du côté d'une forme de vérité et de courage. Et en même temps, il a parfois tendance, sur ces sujets-là, à s'auto-radicaliser un peu violemment et à revenir... S'auto-radicaliser, tiens, non. Un peu violemment. Par exemple, je veux dire, sur le voile, on a bien vu que sur le voile, il a eu tendance en permanence à faire du voile un pur signe d'allégeance idéologique à une idéologie dite totalitaire, etc. Alors que le voile, évidemment, peut avoir 1000 significations. Je ne prends pas position là sur le voile en tant que tel, ni sur les... Mais disons qu'il est difficile de réduire le voile tel qu'il est porté de 1000 manières par les femmes, de 1000 manières et dans 1000 endroits différents, à un pur signe d'allégeance à une idéologie. Le voile peut être investi, il est investi par beaucoup de femmes par une signification sacrée, spirituelle, etc. Quoi qu'on en pense. Donc ce que je veux dire, c'est que par là, il y a eu chez lui la volonté de prendre au sérieux le djihadisme, y compris dans ses sources religieuses, et donc comme défi, y compris effectivement d'un universalisme qui vient défier l'universalisme, pas seulement français, mais en général occidental, et en même temps parfois une incapacité à prendre au sérieux la religion en tant que ça n'est pas juste une idéologie, que c'est un rapport au monde, un rapport à des textes, à une transmission au symbole, et que c'est vécu. Je vais vous laisser réagir, on va juste l'écouter sur ce sujet, la laïcité, et puis vous avez la parole juste après. Cité, qui est notre bouclier, pour assurer la tolérance, pour protéger, pour que dans ce pays on puisse croire ou ne pas croire, se respecter. L'égalité que l'école doit promouvoir, l'égalité aussi, c'est un combat fondamental entre les femmes et les hommes. La fraternité, qui fait que la France est une nation où chacun est préoccupé par le sort de son prochain. Ce fameux modèle social français. Pascal Bottard, est-ce qu'il a raison si vite ce soir, alors que c'est l'annonce de sa candidature, d'insister déjà sur ces sujets qui sont chauds bouillants, très sensibles à gauche et qui provoquent des divisions? Il y a plusieurs visions de la laïcité au sein de la gauche. On l'avait vu avec le conflit entre Manuel Valls et Jean-Louis Bianco, par exemple. Le fait de rappeler que la laïcité, c'est le fait de croire ou de ne pas croire et d'avoir cette liberté, c'est le minimum de la définition qu'on peut donner de la laïcité. Donc il rappelle, je dirais... des fondamentaux. Des fondamentaux que tout le monde partage. Oui, voilà. Donc, par contre, en tant que républicain et attaché à la laïcité, c'est vrai qu'il s'est exprimé à plusieurs reprises sur ces sujets. Et qu'il a une vision aussi de cela et qu'il positionne aussi sur certains sujets sur
le débat sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Moi, j'étais secrétaire d'État aux droits des femmes avant février de cette année. Et nous avons beaucoup travaillé sur la place des femmes. Et là, c'est en dehors de toute laïcité, mais pour vous montrer que j'avais son soutien et celui du président de la République pour travailler sur la place des femmes dans l'espace public, sur les violences faites aux femmes. Et ce sont des sujets qui lui sont très attachés, qu'il a fortement au cœur. Et c'est important aussi de pouvoir parler de tous les sujets. Et lorsqu'il rappelle l'égalité entre les femmes et les hommes, il rappelle aussi que notre société, elle est porteuse de violences, que ce soit dans l'espace public, que ce soit aussi dans le monde du travail, et que ces sujets sont importants. Paul-François Paoli, est-ce que ça peut structurer ça? Non, selon vous? Je crois que une refondation de la gauche. Il faut revenir aux choses. Qu'est-ce que c'est un affrontement politique? C'est des clivages. Qu'est-ce que c'est qui va faire clivage en l'année prochaine? C'est cette question de l'identité. Et les hommes politiques vont pas pouvoir... Vous pensez vraiment que cette question qui va être au cœur alors que les Français n'arrêtent pas de dire le chômage, n'arrêtent pas de dire la pauvreté, les difficultés? Mais tout le monde, si vous voulez, tout le monde est pour la réduction du chômage. Tout le monde, si vous voulez, il y a un consensus sur le plan des bonnes volontés. Il y a un consensus. Là où il y a un fort clivage, et ce clivage est passionnel, mais il n'est pas que passionnel, c'est la question de l'identité. Manuel Valls a fait une déclaration le 18 octobre lors d'un meeting à Évry, où il a dit que désormais l'islam faisait partie non seulement de notre culture, mais des racines spirituelles de la France. Il va falloir qu'il clarifie sa position. On ne peut pas à la fois être ultra laïque, universaliste, et en même temps dire que l'islam fait partie... Vous voyez ce que je veux dire? C'est là-dessus que ça va porter. Être laïque, c'est pas nier les religions. Mais oui, mais les racines, spirituelles, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord, mais ceux qui disent que... Les racines, ça veut dire fondement. Voilà. Et c'est la deuxième religion de France, oui, mais ça ne signifie pas un fondement, néanmoins, ça ne signifie pas des racines. Non, mais d'accord, mais néanmoins... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a un problème avec la sémantique, il a un problème avec le sens des mots, non, et il a le même problème que Sarkozy avec le sens des mots. Pour en revenir au sujet qui était évoqué, moi je ne pense pas que ce soit... Je pense que ce serait un débat biaisé si tout tournait uniquement autour de l'identité. Moi, je vais vous dire une chose. Depuis la désignation de François Fillon et donc la mise en place, le fait d'avoir rendu public les mesures qu'il souhaitait mettre en place, moi je vais vous dire de quoi on parle. Est-ce que je vais avoir une sécurité sociale? Est-ce que j'aurai des services publics? Ça, c'est des vraies questions. Parce que ça, c'est important pour celles et ceux de classe populaire, classe moyenne, même moyenne plus. Ça, c'est un vrai enjeu de société. Et moi, j'espère qu'on va clarifier les choses sur ces sujets-là, parce qu'effectivement, pour ceux qui en doutaient encore, la droite et la gauche, c'est pas la même chose. Et on le verra à l'occasion du détail des projets qui seront apportés notamment par Manuel Valls et les autres candidats. Merci Pascal Lothar. On va vous laisser aller sur d'autres plateaux puisque vous allez devoir défendre maintenant la candidature de Manuel Valls. Et nous sommes en ligne et en direct, merci à vous, avec Guillaume Balas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député PS européen, soutien de Benoît Hamon. Je voulais d'abord vous faire réagir à la phrase de Manuel Valls qui se présente ce soir comme le candidat de la conciliation et de la réconciliation. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'en ai pensé qu'il fallait quand même qu'il fasse attention à être crédible, parce que Manuel Valls a été qui a été Premier ministre, mais auparavant aussi, sans doute quelqu'un qui a cherché le plus à fracturer la gauche. On se souvient tous de cette phrase sur les deux gauches irréconciliables, sur le fait que les sujets de société cherchaient à expliquer, c'était déjà excusé. Bref, la loi travail, évidemment. Il a toujours cherché à marquer considérablement ce qui était sa vision, et notamment en s'opposant aux autres et en refusant le dialogue avec les autres. Donc, on sent bien qu'il cherche à s'excuser d'une certaine manière de ce qui a été fait, qu'il est dans une position où il veut rassembler et qu'il a cet empêchement qui est sa propre action, et il est dans une contradiction fondamentale. Malgré tout, Guillaume Balas, on a l'impression que ce soir, vous et d'autres, bien sûr, je ne vous vise pas particulièrement, vous menez une action tous sauf Manuel Valls. Est-ce que c'est le cas et est-ce que ce serait vraiment profitable pour la primaire à gauche ? Je crois pas, c'est simplement que Manuel Valls a décidé de se déclarer ce soir et qu'il a fait notamment, il a pris un angle qui est cette espèce d'angle de rassemblement dont il est l'incarnation inverse. Donc on nous pose ces questions-là. Mais si vous voulez qu'on nous pose des questions sur aujourd'hui ce qui doit faire la priorité pour les Français avec ce qu'on vient de voir avec les chiffres de l'INSEE, une augmentation de la pauvreté et des inégalités très importantes, on peut évidemment débattre de cela, ça serait évidemment intéressant. Évidemment, et tous ces sujets de fond seront au cœur de la primaire à venir des sociétés
socialiste et plus largement de la gauche. Merci à vous, merci pour votre intervention. Isabelle Vera-Masson, sur ce sujet du rassemblement, ce totem du rassemblement, il est arraché un petit peu par tout le monde, mais qui l'aura à la fin, c'est la grande question. Oui, sans doute, et effectivement, il est probablement le plus mal placé pour parler de rassemblement. Je rappelais qu'il n'avait fait que 5% aux précédentes primaires. Qu'il a un tempérament naturel extrêmement violent, enfin très fixe, figé, dur, et en particulier cette manière qu'il a de penser de manière presque binaire et parfois un peu difficile et presque simpliste. On parlait de ces débats qu'il a posés ou qu'il a suivis. Ce ne sont pas des débats. Ce ne sont pas des véritables débats. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne faut pas abattre les femmes. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut... C'est pas là-dessus qu'il y aura... C'est pas là-dessus que la question va se poser. En revanche, lorsqu'il dit comprendre, expliquer, comprendre, c'est pardonner, c'est excuser, là, il y a un vrai problème. Parce qu'il fige la pensée, il empêche de réfléchir, et d'une certaine manière... En figeant la pensée, en figeant les positions, il empêche le rassemblement, pour revenir à cette question. Et ça, il va toujours avoir ce problème. Il est dans une position qui est une position de communication, de mots, de phrases, de gestes, et en même temps, tout son être et toute sa politique va à l'inverse de cette prise de position publique. Donc, il va avoir du mal, oui. Allez-y. Est-ce que vous croyez que Manuel Valls, qui est allé à l'intronisation d'Alain Finkielkraut à l'Académie française, va pouvoir fédérer la gauche? C'est quelqu'un qui est tout le temps dans des symboles contradictoires. Je ne sais pas si c'est le meilleur élément qui fait qu'il ne va pas rassembler la gauche, aller à l'intronisation d'Alain Finkielkraut. On peut aussi penser qu'il est ouvert et qu'il peut aller... Oui, mais on a l'impression... C'est un homme intelligent, indiscutablement. C'est un homme intelligent, c'est un homme très intelligent, qui a du caractère. Personne ne lui conteste. Mais je crois qu'on le comparait souvent à Sarkozy. Là-dessus, il est comparable avec Sarkozy. C'est quelqu'un qui utilise un petit peu qui utilise ce qui peut lui servir à un moment donné. Et encore une fois, la déclaration qu'il a faite à Ivry sur l'islam, les racines spirituelles musulmanes de la France, c'est quelque chose qui est totalement en contradiction avec tout le propos d'Alain Finkielkraut et qui l'aura choqué profondément. Donc je crois que c'est quelqu'un qui navigue à vue. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis le début, on parle de la gauche en morceaux, en fait, qui est divisée, qui est incapable de réconcilier. Et en fait, le simple fait qu'il soit l'incarnation de cette gauche clivée, schizophrène, totalement... il a dit, Jean-Pierre Beaune, schizophrène. Oui, mais c'est intéressant, parce qu'effectivement, il est l'incarnation de ça. Voilà. Mais en même temps, ça peut être autre chose qu'une faiblesse, ça peut être aussi une force. C'est vrai qu'il a commencé comme rocardien, et en même temps, il a quelque chose de très chevènementiste dans le rapport à l'autre. Pour avoir les classes populaires, il a commencé comme oui, mais non, je voulais insister sur cette question de la schizophrénie. Il a commencé comme rocardien à gauche, et en même temps, il est plutôt chevènementiste dans ce rapport à l'État, à l'autorité, à la nation. Donc, il est plutôt jacobin de tradition, et en même temps, il est très libéral du point de vue économique et du point de vue même des problèmes de société, sur l'euthanasie, sur la procréation médicalement assistée, etc. Il est très libéral. En même temps, il n'arrête pas de mettre en avant son pragmatisme, son rapport à l'action, et en même temps, il s'investit comme aucun autre homme politique dans les débats intellectuels, jusqu'à à nouveau un peu déraper sur Kamel Daoud ou sur Onfray, ou sur s'investir peut-être trop dans les débats, les polémiques publiques et intellectuelles. Il se dit très hostile au marxisme, mais en même temps, il a tendance parfois à s'entourer de gens qui sont quasiment des hyper-léninistes, au sens où ils ont l'impression qu'ils considèrent que le parti se renforce en s'épurant, selon la formule de Lénine. Et puis en même temps, il est l'héritier de toutes les désespérances de la gauche. Il est né après la guerre d'Algérie, donc il est au moment où la gauche commence à se débarrasser, à revenir de ses illusions anticolonialistes. Il commence vraiment la politique. Moi, je crois que c'est quelqu'un de confus intellectuellement. Au moment où il commence sous Mitterrand, au moment où la gauche commence à tomber, enfin les dernières illusions socialistes de la gauche commencent à tomber. Et quelque part, ça peut être une force. Et cette formule magnifique, je trouve, d'Hannah Arendt qui parlait de cet optimisme forcené, voisin du désespoir. Peut-être que d'incarner à ce point-là toutes les contradictions et toutes les défaites de la gauche, ça peut donner une certaine... Jean-Pierre Beaune, je crois que c'est très brillant ce que vous dites, mais vous intellectualisez beaucoup trop. C'est comme les gens qui projetaient sur Sarkozy toutes sortes de choses. On peut projeter toujours sur un homme politique des choses extraordinaires. Moi, je crois que c'est un politicien professionnel. Pardonnez-moi, j'ai l'impression que vous dites, je vais être un peu caricatural, mais que c'est entre guillemets, un petit moteur par rapport... Sur un plan intellectuel, c'est un peu un petit moteur. Ce qu'il avait dit sur Michel Onfray, l'intervention intempestive qu'il avait faite à propos de Michel Onfray, en disant « mais Michel Onfray perd la boule »,
parce que Michel Onfray avait donné un interview à la revue Éléments d'Alain de Benoît, et comme si Valls avait une légitimité pour recadrer les travaux des intellectuels. Il ne l'a pas. Il n'a pas la dimension. Et il n'a pas la légitimité. On ne peut pas lui reprocher à la fois d'intervenir dans le débat, j'allais dire, public, intellectuel, et en même temps lui dire de ne pas le faire. Est-ce que c'est pas bon d'avoir un responsable politique engagé en ces temps, justement, où il y a beaucoup de confusion sur les thèmes? Est-ce qu'un responsable politique comme lui, c'est pas une gauche plus moderne que ceux qui se cachent et ne veulent pas s'investir sur des sujets brûlants? C'est vrai qu'il est quand même très représentatif des déplacements de la gauche. Oui. Et c'est en cela qu'il peut peut-être rassembler, même si pour l'instant je n'y crois pas trop, mais les gens de gauche se sont déplacés en fonction des événements, leur ouverture à l'égard des immigrés s'est refermée, l'attitude à l'égard de la nation s'est modifiée, les questions liées au travail, tout ça a beaucoup changé. Et lui, il a accompagné tous ces errements, ces déplacements, ces interrogations de la gauche. Et en cela, les Français le reconnaissent, alors qu'au départ, la gauche ne le reconnaissait pas. À mon avis, elle ne le reconnaît pas encore tout à fait. C'est pour ça qu'il va avoir du mal dans les primaires. Hein. Ne confondons pas les primaires avec les élections. Étape par étape, nous sommes déjà à la primaire. Et les primaires, c'est là qu'il va avoir le plus de mal, parce que là, la famille de gauche va avoir besoin de ses repères traditionnels. Et comme il a fluctué, comme beaucoup de gens de gauche ont fluctué et fluctuent encore, eh bien, il va soit en profiter, soit au contraire... Il y a une instabilité. On a l'impression qu'il y a une instabilité. Mélenchon... Mais comme tous les électeurs de gauche, à mon avis. Voilà, Mélenchon, il est étatiste, on sait ce qu'il est, il n'est pas souverainiste, hein, il est étatiste, c'est très différent. Du coup, il paraît figé. Macron, on a compris ce qu'il était. Hein. Il correspond, oui, parce que ça il correspond aux libéraux aux États-Unis. C'est-à-dire, aux États-Unis, c'est les libéraux. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont libéraux sur le plan économique et qui, en même temps, sont très sociodémocrates à d'autres points de vue. Mais on a l'impression, en vous écoutant, Jean Berenbaum, que le plus gros avantage de Manuel Valls, c'est Manuel Valls. Parce que c'est une vraie énergie reconnue, une autorité certaine, même une verticalité. Et le plus gros défaut de Manuel Valls, c'est Manuel Valls, parce qu'il y a ce goût pour la transgression, parce qu'il y a peut-être une colonne vertébrale qui n'est pas vraiment fixe encore. Est-ce que c'est ça, mais c'est aussi cette manière schizophrénie de l'homme aussi? Oui, on a dit, voilà, parce qu'il a dit il est clivé, mais le réel est clivé. Le réel est très compliqué aujourd'hui, donc on peut toujours se caler sur une idéologie, quelque chose. En fait, on est toujours un peu à côté de la plaque. Valls, il a plein de contradictions. Il incarne peut-être jusqu'au bout et jusqu'au peut-être à l'absurde ou à une forme d'outrance toutes les contradictions de la gauche. Sur la question sociale, parce que moi je pense que la question sociale sera beaucoup plus importante que ce que vous dites dans la campagne. Je pense que si Fillon reste dans cette optique, je pense que le simple fait aujourd'hui, elle va prendre de l'importance. Ça n'empêchera pas que la question identitaire est très très importante. L'hiver vient d'arriver, tout le monde se balade entre des gens qui dorment dans la rue, etc. C'est absolument incroyable, ça saute au visage, la pauvreté saute au visage partout. Donc cette question-là va être centrale. La sécurité sociale, la question de la sécurité sociale va être centrale. Là-dessus, Valls n'a pas démontré grand-chose dans son discours. Il dit les humilier, etc. Mais il n'a pas là-dessus apporté grand-chose. Et en même temps, vous savez, il y avait cette formule, il a cette manière d'être clivé, c'est-à-dire qu'il y a cette formule chez les néoconservateurs américains. Vous parlez des libéraux américains. On disait chez les néoconservateurs américains, on disait un néoconservateur, c'est un homme de gauche qui a été giflé par la réalité. On peut dire quelque part que Manuel Valls c'est une sorte de super néoconservateur parce qu'on a l'impression qu'il a été tellement giflé par la réalité qu'il a envie de lui rendre des coups aussi. Et c'est cette tendance dont je parlais à s'auto-radicaliser. C'est-à-dire que régulièrement, y compris sur le débat intellectuel, c'est intéressant qu'il veuille s'y livrer, mais il va trop loin jusqu'à déraper, en disant par exemple qu'effectivement toute tentative de compréhension ou d'explication, c'est une façon d'excuser par exemple le djihadisme. J'en parlais sur le voile tout à l'heure. Donc il y a toutes ces tendances comme ça qui marquent effectivement quelqu'un qui a été giflé par la réalité, un homme de gauche giflé par la réalité, et qui l'a mal pris. Là où je suis d'accord, je pense pas que ce soit un atout pour les élections, mais ce que vous dites est vrai. Ce clivage, cette réalité politique qui est clivée, c'est pas le propre de la gauche, la droite aussi. Ce gain, Fillon, d'où vient ce gain? Du séguinisme. Et aujourd'hui, il a évolué dans un sens que certains qualifient de thatchérien. Donc on voit bien aussi, à droite, il y a un problème, il y a une contradiction entre libéralisme et conservatisme. C'est un vieux topos. Donc il y a des fractures. Elles sont partout, les fractures. Parce qu'aujourd'hui... Mais elles se sont déplacées quand même. Oui. Mais parce qu'aujourd'hui, il faut aller vers les extrêmes, et encore, je ne pense pas que Mélenchon ni Marine Le Pen soient des extrémistes, comme on le dit. Pour avoir un discours simple, des solutions simples à des problèmes complexes, il faut aller vers Mélenchon ou Marine Le Pen. Mais des solutions la gauche simples, comme la droite sont la nuance est importante. En tout cas, merci pour ce débat, et nous verrons ce que donnera le candidat Manuel Valls à l'épreuve des faits, et donc de cette primaire qui est un vrai parcours d'obstacles. Merci encore pour votre analyse. La suite de notre émission, et on va parler de l'Europe, évidemment. Les populistes encouragés en Italie
Italie, mais déçu en Autriche. Au final, quelles leçons peut-on vraiment tirer pour la suite? Et réflexion aussi ce soir autour du référendum arme à double tranchant. Sur ces sujets, le match des idées opposera dans quelques instants Marc-Olivier Padis, directeur des études à Terra Nova, à l'ancien magistrat Philippe Bilger. A tout de suite, on vous attend après une courte pause. Florian Philippot, député européen Front National, sera l'invité de Cyril Viguier dans Territoire d'Info, votre matinale d'information tournée vers les territoires. Territoire d'Info, demain à 7h30, en direct sur Public Sénat et Sud Radio. On va aller un peu partout dans la Drôme du Sud, dans le Diois, on va voir de l'élevage, on va voir du maraîchage, on va aller dans la vallée du Rhône voir l'arboriculture. Ça, c'est splendide. Comment appelez-vous cet ingrédient, monsieur le sénateur? De la peutafine. C'est traditionnel du pays? Oui, et la peutafine, oui. Après, ça dégage et on dit ça va peutafiner. Oh la vache. C'est un bon slogan politique, ça. Consommer bio, c'est voir plus loin. Oui, je pense que c'est bien. Moi, j'aime ça. Vous l'affichez en tout cas. Je l'affiche. Manger, c'est voter, jeudi à 19h sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant, en direct bien sûr, pour analyser à présent le message général envoyé hier par l'Europe. En Autriche, on y a vu la défaite des populistes avec la défaite de l'extrême droite. Et en Italie, au contraire, beaucoup y ont vu une victoire des populistes. Alors qu'en est-il vraiment? Et puis réflexion plus large ce soir sur l'arme référendaire. On en parle avec nos invités. Marc-Olivier Padis, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes directeur des études auprès du think tank Terra Nova. Et face à vous et avec nous, Philippe Bilger, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, président de l'Institut de la parole et ancien magistrat. Messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, je vous propose de revenir sur la défaite de Matteo Renzi hier en Italie et peut-être les premières leçons que l'on peut déjà tirer. On voit tout cela avec Flora Sauvage. Une surprise à l'italienne. Le président de la République, Sergio Mattarella, a demandé ce soir à Matteo Renzi de surseoir à sa démission. Un délai nécessaire pour adopter le budget au Parlement. Pourtant, cette nuit, le président du Conseil avait décidé de jeter l'éponge après que 60% des Italiens aient rejeté la réforme de la Constitution. Une annonce où Matteo Renzi défendait une dernière fois son projet. L'expérience de mon gouvernement se termine ici. Pour changer ce système politique dans lequel les leaders sont toujours les mêmes et ils s'échangent entre eux les postes à responsabilité et qui ne font rien pour changer l'Italie, qui restent toujours fidèles à leurs habitudes et bien collés à leur fauteuil, j'ai voulu en finir avec les nombreux sièges de la politique italienne au Sénat, dans les départements, etc. Je n'ai pas réussi dans cette tentative et donc le seul fauteuil qui saute, c'est le mien. Dans l'après-midi se tenait un dernier conseil des ministres. Une situation qui donne des ailes aux partis d'opposition. Le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo ou la Ligue du Nord, qui ont fait campagne pour le non, réclament déjà des élections anticipées. Ce soir, la situation transalpine reste floue. Outre l'adoption du budget, la question de la réforme électorale reste un dossier ouvert. La démission, désormais en sursis, de Matteo Renzi laisse ce soir l'Italie dans l'incertitude de son futur paysage politique. Regardez, on va découvrir la une de Libération demain. Deuxième gauche cherche second souffle. La voici, messieurs. Forfait de François Hollande, désaveu de Matteo Renzi. La social-démocratie européenne prend coup sur coup. Marc-Olivier Padis, est-ce qu'on peut faire ce rapprochement? Il est vrai que souvent, on a dit de Manuel Valls qu'il était le Renzi français. Lui-même se réclame de la social-démocratie. Sa candidature arrive à un moment compliqué pour cette social-démocratie. C'est certain, dans l'ensemble du niveau européen, la social-démocratie est en difficulté. On le voit aussi, même si en Allemagne, ils sont en grande coalition, c'est difficile. Alors, la référence de Manuel Valls à la deuxième gauche, bien sûr. Cela dit, dans son discours de candidature ce soir, il n'a pas cité Michel Rocard, qui est censé être un de ses mentors politiques. Et à vrai dire, le positionnement de Manuel Valls, c'est beaucoup plus social-libéral que social-démocrate. Il a aussi un côté très républicain, très classique dans l'institution française. Donc c'est quand même un personnage assez hybride de ce point de vue-là. Philippe Bilger, comment on peut voir cette candidature à l'aune de ce qui se passe en Europe, si on dépasse un peu nos frontières hexagonales? On parle de Manuel Valls. Moi, je l'ai senti ce soir tout à fait
excellent. J'ai trouvé le discours un petit peu long, de mon point de vue, techniquement parlant, mais on sent bien quelle est sa difficulté. Et comme d'emblée, il est mis sur le gris, au fond. Il ne retient de François Hollande que ce qui lui semble incontestable. Il cherche à se présenter, comme vous l'avez très bien dit, comme un candidat de conciliation et de réconciliation, alors que il y a quelques mois, il disait qu'il y avait deux gauches irréconciliables. Et puis, il va avoir du mal, même s'il a décliné, évidemment, l'assaut contre l'extrême droite, contre la droite dont je trouve qu'il la caricature, mais c'est de bonne guerre. Le problème pour lui, ce sera le rapport avec la gauche. Le rapport avec la gauche, dans un moment, Marc-Olivier Padis, là si on sort encore une fois de nos frontières, où il y a une période d'instabilité. Comment vous analysez, messieurs, le message qui a été envoyé hier en Europe? Parce qu'on est un petit peu perdu. À un moment, on a dit, regardez ce qui se passe en Autriche, les populistes, comme on les appelle, ont perdu. Quelques heures plus tard, l'Italie, les populistes ont gagné. Quel message a envoyé l'Europe? Ce sont des élections ambiguës, parce qu'on pourrait dire le contraire. En Autriche, bien sûr, l'extrême droite n'est pas arrivée à la présidence, mais ils ont quand même fait un score important, plus de 40% des voix. Et par ailleurs, en Italie, parmi les opposants au projet de référendum de Matteo Renzi, tous n'étaient pas populistes. Il y avait aussi une partie du Parti démocrate du même Matteo Renzi, une partie simplement de la droite conservatrice. Et donc, c'était une coalition, comme souvent avec les référendums. Le message du référendum n'est pas très clair parce que le non rassemble une coalition de personnes dont les motivations sont opposées, différentes, très variées. Et donc, on ne peut pas en tirer véritablement une ligne politique. Donc je dirais, finalement, cette confusion, elle est liée aussi à la situation référendaire elle-même qui ne permet pas de dégager des messages très clairs. Quel est votre avis? Je crois tout de même que pour l'Autriche, j'ai été frappé de voir que l'écart s'est accentué lors de l'élection d'hier, comme si les électeurs avaient pris conscience, à la suite des polémiques sur la très courte victoire du candidat écologiste, du fait qu'ils avaient une responsabilité particulière. En tout cas, certes, l'extrême droite a fait un score non négligeable, mais tout de même, le candidat écologiste l'a emporté plus nettement. Et puis, du côté de l'Italie, je reviens de Milan, j'y étais ce matin, mais ça ne me donne aucune lumière particulière, hein, je le dis tout net. J'ai l'impression certes, vous avez raison, il y a des populistes qui ont gagné en quelque sorte, mais c'est une coalition un peu hétéroclite. Mais je me demande si Matteo Renzi n'est pas, vous le compariez Sonia tout à l'heure avec Manuel Valls, c'est un Manuel Valls peut-être très particulier, parce qu'il est social-démocrate, mais en même temps dans le monde officiel, il est un peu iconoclaste. Et donc on lui a fait payer probablement des choses qui relève aussi de son comportement politique, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, une forme de personnalisation, une forme d'audace, quelqu'un qui a trop bougé, qui a trop réclamé et qui avait absolument besoin d'une relégitimation avec ce référendum, mais il l'a perdu. Et je note, pardon, je suis trop long, qu'en Europe, on a décidément des personnalités politiques qui savent partir avec beaucoup de talent. Ils partent beaucoup en ce moment, il y a beaucoup de partants et de sortants. Alors c'est intéressant parce qu'on ne répond pas souvent, on le sait maintenant finalement, et on se pose la question pourquoi les responsables politiques n'apprennent pas les leçons de ces référendums. Marc-Olivier Padis, c'est une arme véritablement à double tranchant. C'est bien de consulter les peuples, évidemment, c'est une démocratie, j'allais dire, suprême, mais après on se retrouve parfois à une réponse qui n'est pas celle à la question posée. D'autant plus que Matteo Renzi avait compliqué son cas en disant qu'il liait son destin personnel, en tout cas le destin de son gouvernement, à l'issue du référendum. Donc ça a donné une motivation supplémentaire, ça a créé une confusion. Ça a divisé le pays, hein, vraiment. Oui, c'était un débat important, mais ça divise un pays. Les Italiens aiment beaucoup parler des questions institutionnelles et juridiques. Ils ont une très grande culture, une très grande tradition dans cette matière. Cela dit, je ne pense pas que Matteo Renzi quitte
la vie politique italienne. Il va jouer un rôle très certainement important dans son parti. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas en réalité de majorité alternative. Donc, c'est un gouvernement technique. Voilà qui prendra pourquoi on la place. temporise les choses en ce moment en Italie. Oui, il ne faut pas. En plus, les banques italiennes sont dans un moment de fragilité particulière. Donc, le président de la République italienne ne veut pas prendre de risques. Il y a un budget à voter. Mais de toute façon, et en plus, il y a une loi électorale qui est en train de changer. Donc, on ne peut pas organiser des nouvelles élections rapidement. Donc, tout ça est. Oui, mais les répercussions sont déjà là pour l'Europe. Qu'est-ce que vous pensez de ce tweet? C'est de Marine Le Pen, Philippe Bilger, qui a dit hier, qui a salué les Italiens qui ont désavoué Renzi et l'Union européenne. Est-ce qu'il faut voir un lien direct de ce référendum avec l'Union européenne? Franchement, je ne suis pas assez savant là-dessus. Je sais que Matteo Renzi, et je lis un quotidien de mon point de vue contestable et irremplaçable, a dit qu'en réalité l'Union européenne ne raffolait pas trop de Renzi depuis quelques-unes de ses foucades et de ses, je veux dire, l'entrave qu'il a créé parfois pour l'accord consensuel qui était attendu. Mais je crois que c'est une version à la Marine Le Pen, je veux dire, et même quand on parle de la victoire des populistes, je ne suis pas certain que tout cela soit tout à fait exact, même s'il y a un démagogue qui, paraît-il, a beaucoup de talent, Griot, mais qui fait très peur, en face de quelqu'un, j'insiste là-dessus, qui est très atypique et qui peut-être a perdu plus à cause de lui qu'à cause de l'intelligence même collective, même débridée du camp d'en face qui était très composite. Donc il faut faire attention à notre manière à nous un petit peu de caricaturer les choses. Marc-Olivier Padis, oui, les populistes sont perdus ici, ils ont gagné là. Ce n'est pas des blocs homogènes. Non, et puis ce référendum italien ne ressemblait pas au référendum britannique. On a aussi le souvenir du Brexit. Et vraiment, là, je crois qu'il n'y avait aucun rapport avec l'Europe. C'est vraiment une question institutionnelle. Le Sénat, le nombre de responsables politiques. On sait que ça bloque la vie politique italienne. Et donc, c'est vraiment aller beaucoup trop vite en besogne de faire le lien avec des questions européennes, même si, à Bruxelles, il se serait bien dispensé de cette péripétie supplémentaire pour l'Italie, où il y a déjà beaucoup de choses à faire. Mais peut-être qu'on peut faire le lien avec la vie politique française, parce que dans un tel contexte, on peut se poser la question de savoir, Philippe Bilger, quand sera-t-il des référendums prévus par François Fillon, si ce dernier, évidemment, accède au pouvoir. Il propose pas moins de, je crois, de 5 référendums dans son projet présidentiel. Et est-ce qu'il doit, selon vous, réduire la voilure? Parce qu'il propose d'interroger les Français, de consulter les Français sur des sujets majeurs, l'immigration, les régions, etc. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable quand on voit ce qui se passe ailleurs? Moi, je trouve que le principe du référendum est excellent. Je suis... pardon, je ne voudrais pas être qualifié de populiste, parce que souvent, j'ai l'impression que le populisme pour la gauche, c'est une manière de qualifier le peuple de droite. Mais ça, c'est autre chose. Mais je pense d'abord, est-ce qu'il les fera? Sonia, je n'en suis pas persuadé. Et il est lui-même sans doute très conscient, s'il est élu président de la République, de l'extrême difficulté à mettre en place des questions pertinentes sur des sujets sensibles sans que la démagogie l'emporte. Mais j'espère, en tout cas, qu'il tiendra ses engagements. Quel est votre sentiment sur ce sujet majeur? On y pense forcément, parce que 5 référendums, c'est très ambitieux. J'ai pas compris si c'était 5 d'ailleurs en même temps, un peu à l'américaine. En rafale. Parce que si c'est 5 d'affilée, je lui souhaite bon courage, mais je lui donnerai pas de recommandation particulière. Moi, ce que je vois surtout, c'est aussi cette volonté d'essayer de contourner les rigidités de la vie politique. Et ça, c'est un point commun, effectivement, dans les événements que vous rapprochez. Tout le monde est un peu à la recherche d'autres manières de donner la parole au peuple, de faire ressortir ce que ressentent profondément les Français. Et en même temps, on n'est pas bien sûr d'avoir trouvé le bon outil. Les institutions politiques classiques ont quand même un certain mérite, et on va le voir d'ailleurs avec l'élection présidentielle, qui est quand même un grand moment démocratique pour la vie politique. Justement, je vous rejoins, mais au fond, est-ce que le référendum n'est pas une manière de pallier
l'inévitable inefficacité de la démocratie classique dans certaines circonstances. Elle a sa grandeur, elle a ses limites, et je me demande si le référendum n'est pas un moyen de dépasser, vous l'avez très bien dit, non pas l'inertie, mais un petit peu les chemins orthodoxes suivis par les corps intermédiaires, l'Assemblée, et de s'adresser au peuple directement. C'est une manière peut-être de rendre la démocratie un peu plus vertébrée, mais ça, je le dis avec prudence. Et plus largement, Marc-Olivier Padis, il y a une vraie volonté des peuples en ce moment, partout on peut le dire, bien de renverser un peu la table, en tous les cas de changer le cours des choses, de reprendre leur destin en main et de reprendre aussi le pouvoir, peut-être via aussi ces référendums, en renvoyant les professionnels de la politique qui sont là depuis des années. Quelle est votre réflexion sur ce sujet en l'espace de quelques jours quand même? On a des disparitions de personnalités qui sont là depuis des années de la scène politique française et ailleurs d'ailleurs. Ouais. La question que je me pose, c'est qu'en fait, je pense qu'on a affaire à un phénomène d'accélération de la vie politique. Et ce qu'il est difficile de comprendre aujourd'hui, c'est ce qu'il emporte de ces phénomènes d'accélération. On a vu par exemple en Italie un parti comme 5 étoiles s'imposer très très rapidement. On a vu en Espagne un renouvellement très rapide de la vie politique. Donc il y a des éléments d'accélération. Et en même temps, il y a des fondamentaux qui restent en place. Vous voyez par exemple, le candidat de la droite, c'est quand même François Fillon, c'est un ancien Premier ministre, un ministre qui a tout un parcours politique extrêmement classique, extrêmement inséré dans les institutions de la Ve. Enfin, il est dans la logique de la Ve République que François Fillon soit candidat. Et donc ça appartient aux fondamentaux. Mais le fait que François Hollande, lui, ne puisse pas se présenter, ça appartient à l'accélération. Et donc, quelle est la pondération entre accélération ou maintien des fondamentaux? C'est ça qu'il est difficile de comprendre. Est-ce que c'est Emmanuel Macron côté accélération? Est-ce que c'est fondamentaux côté Manuel Valls, le Premier ministre, qui est le candidat en quelque sorte naturel une fois que le président a fait défaut? En Italie, on voit plutôt ces phénomènes d'accélération, parce que Renzi est quelqu'un qui avait bousculé très rapidement les institutions italiennes. Il voulait aller très très vite, et on dirait qu'il est déjà lui-même débordé par ce mouvement. Qu'il a lui-même initié. Regardez cette photo, Philippe Bilger, vous la voyez aussi, Marc-Olivier Padis, juste derrière vous. Elle a été prise il y a un an, je crois, c'était un peu plus, en 2015 à Hanovre. On y voit David Cameron balayé, Barack Obama, qui se retire après ses mandats, François Hollande, qui a renoncé, Matteo Renzi également, on va voir s'il va démissionner, mais en tous les cas, il est sur le départ. La seule qui reste, Angela Merkel. Ça ne veut pas dire qu'elle est le pilier, en tous les cas, de ce monde occidental, mais c'est assez frappant cette image-là. Il y a juste un an quand même. Alors, sans faire de la psychologie de sommaire, peut-être a-t-elle, dans la pratique politique elle-même, moins de pouvoir ostensible dans la manière de l'exercer. Et je suis frappé de voir que les autres qu'on voit, bien sûr, ce sont des êtres qui ont eu le pouvoir et qui étaient au moins capables de tout faire. Et à partir du moment où ils ont déçu, on les renvoie. Alors que François Fillon, il a un parcours classique, vous avez raison, mais il n'a jamais été suprêmement aux responsabilités. Ils ont encore une petite chance. On se dit, après tout, peut-être que ce sera mieux. En tous les cas, l'heure est au renouvellement de l'offre politique. Est-ce que vous auriez cru qu'en France, là, alors qu'on parlait de la primaire de la gauche comme d'une primaire, il faut bien le dire, assez ennuyeuse il y a quelque temps, elle s'annonce passionnante, ou en tous les cas, il va y avoir de vrais débats de fond. C'est une bonne chose, même pour le think tank Terra Nova, je suppose. Nous, on est à la fois pour les primaires en principe, bien sûr, et aussi pour que le débat soit de plus grande qualité possible. Ce qui est très curieux dans cette primaire de gauche, c'est qu'il y a à la fois beaucoup de candidats, et en même temps, il n'y a pas de candidat qui représente véritablement ce que Martine Aubry appelle le cœur du Parti socialiste. Pas encore, peut-être. Alors, s'il y a encore d'autres candidats, là, moi, je ne vois pas. Je ne vois pas qui pourrait... évidemment, on peut toujours imaginer mais quelqu'un qui puisse être, disons, d'un poids comparable à Manuel Valls ou Arnaud Montebourg, qui sont quand même les deux... Moi, j'ai bien un nom en tête, et je sais qu'il va un petit peu énerver Philippe Bilger, c'est pour ça que je vais le dire. Ah non, même si... vous ne pensez pas à elle. Bien, et pourquoi pas? Est-ce qu'elle ne représente pas ce cœur de la gauche, justement? Qui ça? Moi, je ne devine pas. Christiane Taubira. Ah oui. Mais c'est pas le cœur de la gauche, à mon avis. Mais
Au fond, et le problème, c'est qu'on n'aura pas seulement à s'intéresser à la primaire socialiste, on aura Mélenchon et Macron qui feront leur campagne et ce sera passionnant aussi. Avec une vraie dynamique derrière Jean-Luc Mélenchon qu'il faudra surveiller. En tous les cas, merci beaucoup, messieurs, pour ce débat et ce duel apaisé ce soir avec vos analyses. La suite de notre émission, restez avec nous pour l'entretien parce que dans quelques instants, je reçois une femme engagée auprès des oubliés et des persécutés de guerre, notamment en Irak. Elle est médecin, elle est acupunctrice, Élise Bogossian. Un parcours admirable, on va le voir. Mais d'abord, le tour d'horizon de l'actualité du jour. Alerte aux particules fines à Paris. Demain, la préfecture a annoncé la circulation alternée dans la capitale et dans 22 communes d'Île-de-France. Seules les voitures avec une plaque d'immatriculation paire pourront circuler et ce pic de pollution s'évite aussi à Lyon et en Rhône-Alpes. Un épisode dû à l'usage de chauffage polluant face aux faibles températures. C'est le dernier du quinquennat de François Hollande. Le budget de la sécurité sociale, rejeté par le Sénat, est définitivement adopté. Il prévoit la fin du trou de la Sécu et un geste fiscal pour les ménages les plus modestes. Le gouvernement table sur un déficit du régime général ramené à 400 millions d'euros contre 3,4 milliards en 2016. La branche maladie va devoir réaliser environ 4 milliards d'économies. Chômage. Le taux de pauvreté repart à la hausse. Selon l'INSEE, plus d'un Français sur 7 vit avec moins de 60% du revenu médian, soit 1 003 € pour une personne seule. Selon l'Institut national de la statistique, cette hausse proviendrait de l'augmentation du nombre de chômeurs vivant sous le seuil de pauvreté. Polémique. La polémique enfle après les propos de Ségolène Royal, présente ce week-end aux funérailles de Fidel Castro à Cuba. Il y a toujours bien du positif et du négatif dans les histoires, mais on va pas certains ne vont pas se rhabiller à bon compte au nom des droits de l'homme, alors qu'on sait qu'ici, quand on demande des listes des prisonniers politiques, on n'en a pas. La ministre de l'Environnement a été recadrée par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, pour qui Fidel Castro était clairement un dictateur. Jean-Pierre Raffarin sur RTL demandait ce matin sa démission. Même indignation du côté des associations. Amnesty International a recensé au fil des ans des centaines de cas de prisonniers d'opinion. C'est désormais officiel, le Grand Prix de France fera bien son retour en 2018. Aujourd'hui, je peux vous annoncer clairement, fermement, définitivement, mesdames et messieurs, le retour du Grand Prix de France de Formule 1 dès l'été 2018 en France, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le dernier Grand Prix de France remonte à 2008 sur le circuit de Manicourt dans la Nièvre. Les retombées économiques sont estimées à 65 millions d'euros. Une annonce qui devrait réjouir François Fillon, grand amateur de course automobile. Culture. Michel Polnareff entre la vie et la mort. Le chanteur souffre d'une embolie pulmonaire qui engage son pronostic vital. Âgé de 72 ans, l'interprète de La Poupée qui fait non a dû annuler les 2 derniers concerts de sa tournée prévus à Paris et à Nantes. Idole de toute une époque, l'auteur de Lettres à France lutte ce soir contre la mort. Et c'est l'heure de découvrir à présent les unes de vos quotidiens. Paraître demain, Libération, nous l'avons vu tout à l'heure, avec ce titre, Deuxième gauche cherche second souffle, la candidature de Manuel Valls. Et puis à côté, eh bien, c'est la défaite de Matteo Renzi après le non au référendum. Le Figaro, qui titre sur le candidat Valls fait les yeux doux à la gauche. Il s'est présenté ce soir depuis son fief d'Évry comme le candidat de la conciliation et de la réconciliation. Les Échos, qui titrent sur l'électricité, l'alerte sur le nucléaire élevé. Le gendarme du nucléaire autorise finalement le redémarrage progressif de 6 réacteurs d'EDF. Et puis, on termine avec La Croix, cette une à Mossoul. Les civils paient le prix fort après 1 mois et demi de combat pour reconquérir le fief de Daesh en Irak. La bataille se révèle meurtrière pour les populations. Et justement, on va en parler dans quelques instants, tout de suite, avec notre invité pour le grand entretien ce soir. Mon invité ce soir soigne les oubliés et les persécutés qui subissent la guerre et les atrocités, notamment en Irak. Médecin,
acupuncteur. Elle quitte à peu près une fois par mois son cabinet parisien pour rejoindre les zones de guerre. On est ravis de l'accueillir. Bonsoir et bienvenue Élise Bogossian. Bonsoir. Alors on va évoquer en détail ce soir évidemment votre engagement, votre activité dans des zones où en ce moment les civils, et je viens d'en parler avec la une de la Croix, payent vraiment le prix fort. C'est le cas en Irak avec cette bataille. Les civils sont pris au piège en ce moment. Oui. C'est une bataille qui était annoncée au départ être courte. Malheureusement, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Certains disent que ce sera pour la fin de l'année. D'autres pensent que ça va durer des mois. En attendant, la situation dans les camps reste inquiétante parce que la véritable question que se pose tous les réfugiés, les déplacés, c'est est-ce qu'on pourra rentrer chez nous en sécurité, retrouver nos maisons, et que ce scénario qui est arrivé en 2014, est-ce qu'il va recommencer? Est-ce qu'on va être à nouveau chassé, persécuté, massacré parce qu'on est différent des autres, parce qu'on n'a pas la même idéologie, parce qu'on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas la même foi? C'est ça la vraie question, en fait, Il n'y a pas si longtemps, vous étiez en Irak, au moment d'ailleurs de la libération par les soldats irakiens de villes, de cités chrétiennes comme Karakosh. On imagine l'émotion à la libération de ces villes où les maisons, elles ont été détruites, où les églises, elles ont été incendiées, les maisons ont été marquées. Donc ces populations qui ont subi un exode massif aujourd'hui, est-ce qu'elles vont revenir? C'est la grande question. Est-ce qu'elles peuvent revenir, là, déjà? Bien sûr, c'était un choc. C'est une ville patrimoine, c'est la ville de vos parents, de vos grands-parents, de vos ancêtres. Enfin, c'est une ville qui porte toute l'histoire de votre foi. Et pour ces gens-là, quand on s'attaque à leur église, quand on s'attaque à leur maison, quand on brûle les maisons, il y a un symbole derrière le fait de brûler. C'est pas simplement on vous chasse, c'est on brûle tout ce que vous avez. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle à ces familles, c'est un nettoyage ethnique, culturel. Mais aujourd'hui, ces gens-là, je vous parle des personnes qu'on soigne, sont moins préoccupés par l'Église que vraiment, est-ce qu'on va rentrer en sécurité? Dans quel monde on va élever nos enfants? Est-ce qu'on pourra vraiment rentrer chez nous, être protégé si ça recommençait? C'est ça qui est dramatique parce qu'on n'a pas la réponse, on ne sait pas qu'est-ce que ça va être après Daesh. Qu'est-ce qui va se passer entre les sunnites, les chiites? Est-ce que les minorités auront leur place? Et les chrétiens, parce que là on parlait de Karakosh qui avait été libéré. Vous y étiez? Oui. Comment vous avez vécu 2 jours après. Ce moment? Parce que 2 jours après la libération, écoutez, j'étais dans le camp, je venais d'arriver, c'était début novembre, et puis je vais saluer le prêtre, et là je sens une espèce d'effervescence, d'agitation, comme on n'a jamais eu. Et là, effectivement, il y avait plein d'hommes prêts à partir. Et je demande au prêtre, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, demain matin, on rentre chez nous. On va chez nous, on va apporter de l'aide, des vivres et des médicaments à nos jeunes soldats qui tiennent la ligne de front à Karakosh. Je dis quoi? Et ça faisait 2 jours que la ville était libérée. Et là, on me dit, est-ce que tu veux venir avec nous? Et donc, j'étais un peu prise au dépourvu, on décide d'y aller, et puis on suit ce convoi de 13 voitures avec tout un tas de nourriture, des médicaments, tout était préparé. Et puis là, on voyait effectivement tout le camp, les jeunes hommes sont avec des armes, tiennent la ligne de front, protègent leur ville, ne veulent plus que ça recommence parce qu'il n'y a personne pour garder leur ville. Et c'était très émouvant. D'ailleurs, d'abord, vous arrivez dans une ville noire, parce que c'est brûlé. Il y a encore des bidons d'essence qui traînent par terre. On est arrivé dans cette grande avenue centrale où il y a l'immense église. Et à l'intérieur, évidemment, les cloches étaient cassées, les photos, les vierges, tout ça s'était tagué. Et puis, à l'intérieur de l'hôtel, il y avait cette immense galerie creusée avec des vivres et qui permettait aux combattants de Daesh d'aller jusqu'à l'extérieur de la ville. Et le prêtre qui était là, qui retrouvait son église, était très ému. Et puis après, ils nous ont raconté que cette ville, elle était en fait tenue par 200 hommes. C'est la complicité des villageois autour qui a fait que cette ville est restée pendant 2 ans aux mains des ennemis. C'est ça, en fait, que les chrétiens ont du mal à accepter. C'est est-ce qu'on pourra refaire confiance à ceux avec lesquels on a cohabité, nos voisins, voilà.
qui peut-être eux-mêmes étaient sûrement, quelque part sous le joug de Daesh, mais c'est une vraie question qui se pose. Et d'ailleurs, je crois qu'elle se pose aussi dans les camps, là où vous soignez, Élise Bogossian, parce que vous venez aussi avec des médecins musulmans, je suppose, où vous soignez aussi des populations chrétiennes. Est-ce que vous voyez, vous voyez sous vos yeux cette méfiance entre communauté, religion? Nous, et je le répète tout le temps, on n'est pas politique, on n'est pas religieux, et notre staff est constitué de médecins qu'on a recrutés parmi les réfugiés, parmi les déplacés, donc on a toutes les religions. Et c'est vrai qu'au départ, on a eu quelques difficultés à se faire intégrer, par exemple, dans les camps yézidis, quand on avait des médecins musulmans, mais aussi dans les camps chrétiens. Parfois, ça nous est arrivé que les gens jettent des pierres et refusent l'accès. C'est des choses qu'on a complètement réglées. Mais on sent peut-être, à l'heure d'une éventuelle vengeance, de représailles, de règlements de compte qui vont se dessiner, qu'on les sent même. Que ce sera une période délicate. Nous, on est dans la neutralité, puis on a soigné, on a sauvé des gens, donc je pense qu'on est préservé. Mais on commence à sentir à la fin de on est en train de terminer cette guerre, on sent que finalement l'après risque de ne pas être drôle du tout. Vous dites quelque chose de majeur, parce que nous, journalistes et même les responsables politiques qu'on invite, nous parlent de cette guerre, des batailles qui sont menées, de l'après-bataille immédiate, mais on ne parle pas vraiment de l'après, de la coexistence après, parce que ces chrétiens dont on parle, ces chrétiens d'Orient finalement, pourquoi est-ce qu'ils doivent revenir absolument? Parce que c'est leur terre, tout simplement, et qu'ils sont un véritable pont aujourd'hui entre l'Orient et l'Occident. Ils n'ont pas le choix, ils ont essayé. Je veux dire, en 2 ans, il y a la moitié des chrétiens qui a déjà quitté le pays. Et ils s'aperçoivent bien des retours qu'ils ont, que vivre à l'étranger, vivre en Europe, c'est pas non plus ce qu'ils souhaitent. Ils ne veulent pas renoncer à leur foi, ils ont du mal à quitter leur maison, ils espèrent qu'ils vont retrouver leurs usines. Pourquoi ils sont considérés comme ça? On a l'impression, est-ce que c'est votre sentiment, que de part et d'autre, ils sont considérés comme des citoyens de seconde zone? À la fois, ils n'ont pas véritablement leur place alors que c'est chez eux en Orient, et à la fois l'Occident, on le voit, à part quelques personnes qui se mobilisent pour les chrétiens d'Orient, un petit peu c'est les oubliés de l'histoire. Ils ont des passeports irakiens, ils sont assimilés à des Arabes, c'est peut-être un peu tout ça, le fait qu'on a eu trop d'étrangers, trop de migrants, on a parlé de Calais, on a eu tous ces migrants qui arrivaient de l'Italie, des côtes grecques. Peut-être que les gens ont été aussi mal informés, parce que nous, quand on est à Calais et qu'on soigne les migrants, on n'a pas des terroristes, on n'a pas des gens mal élevés, on est tombé vraiment sur des gens très pacifiques et qui ont juste sauvé leur peau. La majorité, c'est ça. Après, pour les Irakiens, les Syriens, les Afghans, les Érythréens, c'est la même histoire. C'est l'histoire de ces guerres qui provoquent des déplacements massifs de population, et c'est des phénomènes qu'on n'est pas capable de gérer et qui finalement représentent peanuts à côté de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais on en fait des montagnes. On est capable de gérer, 1 million de déplacés, 1 million de réfugiés. Parce que je vais rappeler votre histoire personnelle, et on peut faire le lien avec les persécutions qu'on voit en Syrie, en Irak, c'est les Arméniens qui ont été oubliés aussi. Donc j'imagine que ça fait écho un petit peu Oui, d'autant qu'il y a en Irak tous ces Arméniens qu'on a trouvés, ces chrétiens, parce que dans les chrétiens, vous avez les Chaldéens, les Syriaques et les Arméniens. Et c'est vrai que tous les Arméniens qui sont là-bas sont les descendants du génocide arménien. Nous, les Arméniens de France, pour la plupart, on est des descendants aussi du génocide arménien. On est arrivés, on a tout fait pour s'intégrer, on est des travailleurs. Et aujourd'hui, on a un scénario qui se répète et on n'est pas capable d'accueillir. C'est vrai, bien sûr, ça me touche, parce que ça aurait pu être moi. Et puis, je veux dire, on ferme la porte à ces gens-là, on leur laisse aucune chance de réussir. Vous leur rendez bien parce que vous êtes sur place, parce que vous les soignez avec vos aiguilles, parce que vous soignez des souffrances physiques et morales aussi. C'est un véritable antidote. Mais il y a une vraie question, comment, quand ils vous voient arriver avec les aiguilles, ils peuvent se dire, mais
Elle va nous soigner avec ça, vraiment. C'est pas dans la culture. Non, c'est pas dans la culture, mais ça reste une aiguille. Donc on peut leur faire comprendre, peut-être qu'ils s'imaginent qu'on met un produit dedans. Même ils nous demandent souvent, qu'est-ce que tu as mis dans ton aiguille? J'ai bien dormi. Bon, ça c'est quand même, ça les relaxe. Mais après, c'est vrai que pour la douleur, il y a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, c'est le problème de la contrefaçon des médicaments. On s'aperçoit qu'effectivement avec l'acupuncture, on a des résultats presque miraculeux sur le traitement de la douleur, même plus que parfois sur nos cas à Paris. Et en fait, quand on analyse un peu ce qui se passe sur le terrain, on a tellement de produits contrefaits, même les antalgiques, les anti-inflammatoires, que finalement, peut-être, c'est aussi pour répondre à ce manque d'accès aux médicaments que l'acupuncture a un effet aussi rapide. Bon, il y a plein de raisons, parce que l'acupuncture fonctionne réellement. Évidemment. Mais voilà. C'est votre formation. Quand j'ai dit tout à l'heure, avant de vous recevoir, qu'on allait recevoir, et j'ai dit aux téléspectateurs de rester, parce qu'on allait vraiment recevoir une femme formidable, je ne le dis pas souvent, et je ne le dis pas tous les soirs de nos invités, parce que vous faites un travail formidable. Ce qu'il faut rappeler, peut-être aux gens qui ne vous connaissent pas, c'est que vous avez commencé avec une petite ONG. Petite ONG, et que on a envie de demander comment vous n'êtes pas écrasé par tout ce poids, parce que là-bas vous êtes attendu dans les camps par des centaines peut-être de femmes, d'enfants qui vous attendent. Comment vous arrivez à répondre à tous leurs besoins? Est-ce que l'ONG a grandi aujourd'hui? L'ONG a grandi. Besoin? Alors, je crois qu'il faut une graine il faut être un peu fou peut-être dans la mesure où on n'avait vraiment pas grand-chose, parce on a commencé avec 200 € pour la faire courte, et puis avec 1 million d'euros aujourd'hui on peut soigner 70 000 personnes et financer tous les médicaments, tout est gratuit, on prend en charge tout le monde, on a des jeunes enfants qui ont des tumeurs, on soigne les femmes enceintes, on soigne des femmes qui ont été des anciennes prisonnières de Daesh, on soigne aussi la douleur des personnes âgées, on essaye de répondre à des besoins larges. Après, c'est vrai que quand j'ai commencé, c'était avec un petit camion, on s'est bagarré pour trouver de l'argent, acheter un camion, l'aménager, mettre un peu d'éclairage, un petit chauffage parce qu'il faisait 0 degré. Aujourd'hui, on en a plusieurs, on construit des cliniques en dur, on essaye d'être on est sur 30 camps, on essaye d'être vraiment présent régulièrement, on a beaucoup de bénévoles et puis une vingtaine de salariés. C'est vrai que c'est ma fierté cette mission parce qu'on est parti de rien et puis on veut rester jusqu'à ce que ces familles rentrent chez elles. C'est ça en fait la question, c'est on a besoin d'argent parce que la mission qui devait durer 6 mois, ça fait 3 ans qu'elle dure, on rentre dans la 3e année là en janvier et puis peut-être qu'elle va durer plus longtemps et derrière pour nous ça implique comment on s'organise, voilà, comment on se structure, comment on va payer les salaires, comment on va payer les médicaments. Et même si nous tous, nous, les Français, nous sommes des bénévoles, sur place, les besoins sont monstrueux. Et pour ça, c'est vrai qu'on fait appel à la générosité. Voilà, pour ceux qui chaque don ce soir. Chaque don compte et les petits dons, tout le monde. Voilà. Comment s'appelle d'ailleurs l'ONG? Eliscare.org. Il y a plusieurs petits boutons presque partout. On revient sur le même, sur la même page. C'est pas le bon mot, mais c'est le nerf de la guerre. Oui. Le financement, c'est ce qui vous permet de revenir là-bas. Parce que ce qu'il faut préciser également, c'est que vous n'allez pas forcément dans les camps. Parce que les réfugiés, je crois qu'ils vont au-delà. Les camps sont saturés. Il n'y a pas de place dans les camps. Il y a seulement 9% des réfugiés et déplacés qui ont trouvé une place dans un camp. Et il faut savoir qu'un réfugié, un déplacé, va passer en moyenne 17 ans de sa vie dans un camp. Donc, entre les camps informels et les squats, et puis les camps formels qui représentent une petite partie, c'est ce qui est couvert par les Nations Unies, l'HCR, tout le reste, c'est ce qu'on appelle les gens qui vivent dans les rues, les gens qui n'ont pas les moyens, c'est la partie qu'on ne voit pas des déplacés, des réfugiés, quand les politiques, tout le monde, les délégations viennent, ils vont dans les camps. Voilà. Et en dehors de ça, il n'y a pas les tickets de nourriture, il n'y a pas, le ticket pour aller se faire soigner, il n'y a pas les distributions de lait, de couches pour les enfants, il n'y a rien. Ils sont dans la rue, ils sont dans l'angoisse la nuit, il y a des enfants qui fouillent dans les poubelles, il y a tous ces problèmes de prostitution parce que ces filles qui font ça, elles ne font pas ça pour s'acheter un portable. Et puis, voilà, ce problème de violence intercommunautaire, les violences dans les couples, parce que c'est aussi très très dur dans ces civilisations, dans ces sociétés où l'homme tout à coup ne travaille plus et reste toute la journée dans un camp. Voilà. C'est aussi une perte de dignité humaine et c'est tout ça qu'on doit reconstruire. C'est pas seulement donner une boîte de Doliprane ou faire une séance d'acupuncture. C'est-à-dire que vous devenez presque une sorte de
de réceptacle, finalement, de leur souffrance morale. Est-ce qu'ils vous parlent? Est-ce qu'ils vous parlent de ce qu'ils ont subi? Parce que vous êtes presque le premier contact après tout ce qui se passe. Est-ce qu'ils arrivent à vous dire ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont sur le cœur, peut-être? Oui, bien sûr qu'ils nous parlent. On les connaît depuis tellement longtemps maintenant. Vous on les a retrouvez vus les arriver. mêmes? Bien sûr, on les suit. On les suit, bien sûr. Évidemment. Oui, oui. C'est ça qui est important. On a assisté à des décès, on a assisté à des mariages, on a assisté à des naissances. Vous faites partie de leur famille. Oui, on est invité au mariage. Souvent, je dis je peux pas tout le temps, voilà. J'ai vu une fois un reportage qui vous était consacré, Élise Bogossian, et je me dis qu'est-ce que ça doit être compliqué, puisqu'il y a le travail que vous faites, et puis il y a l'autre aspect où on voyait un chrétien d'Orient, alors je ne sais pas exactement quelle composante, et qui vous disait mais moi j'ai peur des musulmans, j'ai peur de mon voisin. Mais alors face à un tel discours, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que c'est facile ici en France, malgré tout ce qu'on a subi, de dire pas d'amalgame, etc. Et je pense, on le comprend tous, mais sur place, quand il y a encore l'odeur des maisons brûlées, quand il y a tout cela, comment on explique qu'il faut faire la part des choses? Est-ce que vous y arrivez? C'est pour ça que la guerre est loin de s'arrêter. Parce que dans le cœur des gens, la blessure, l'humiliation, la douleur d'avoir eu une sœur qui s'est fait violer, la douleur d'avoir pour une mère son enfant qu'on a kidnappé, la douleur de toutes ces vies qui sont parties en fumée, fait qu'il y a une telle haine. Et oui, c'est très difficile d'être dans le pardon, c'est très difficile pour nous de les raisonner. Je veux dire, c'est tellement normal. Et puis c'est leur 3e guerre, ils n'en peuvent plus, ils sont fatigués. L'Irak est un pays très difficile, c'est un pays entre les sunnites, entre les chiites, entre les Kurdes, plus toutes ces minorités-là. C'est un pays où les populations n'arrivent tellement plus à se projeter que, oui, elles sont dans la méfiance. Ouais, et nous, parfois, on est pris de court. Parce qu'on arrive pour des soins et là on nous dit mais c'est pas de ça que j'ai besoin, c'est d'élever mon enfant en sécurité. Et là elle me tend son enfant, elle me dit emmène-le avec toi. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Vous êtes venu pour soigner cet enfant. À vos 3 garçons. Et là, ici vous vous dites mais bien sûr. Comment offrir à ce petit garçon le même destin? Elle a tellement raison cette maman. C'est pas nous avec un bus ou c'est pas. On va pas. C'est ça qui est écrasant. Finalement on est comme une petite marionnette. On essaye comme ça. Après, au moment où la maison a pris feu, on essaye de venir réparer, éteindre l'incendie, essayer de soulager, voilà. Mais est-ce que c'est une raison pour arrêter? C'est une question qu'on se pose parce qu'on se remet en question. Il y a toujours l'espoir. Il y a toujours l'espoir. Regardez, c'est l'occasion de présenter votre livre, puisque vous avez eu besoin évidemment de raconter, de l'écrire. Au royaume de l'espoir, il n'y a pas d'hiver, avec cette photo magnifique, ce regard plein d'espoir. C'est une enfant qu'on soigne. Ouais. Elle a bien grandi, là, elle est très très belle. Que vous soignez, que vous suivez. Yézidi, ouais. Elle a eu une petite sœur. Alors, il y a toujours l'espoir, finalement. Oui. C'est ça, peut-être, votre moteur, parce qu'on le cherchait depuis tout à l'heure. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de soutien. C'est parce que, finalement, chacun dans son domaine doit faire ce qu'il peut. Et nous, on est bien sûr dans le domaine de l'humanitaire, on ne fait pas de politique, on n'est pas militaire non plus. Mais c'est important que chacun assume sa responsabilité et participe à ce combat, parce que nous, finalement, on ne fera rien de plus. On ne va pas leur donner leur maison, on ne va pas déminer les villes, on ne va pas porter la sécurité, voilà. Et voilà, c'est tous ensemble, main dans la main. Et c'est vrai que ça, en Irak, on le sent. La solidarité et l'envie de se soutenir. Et ça, j'ai jamais vu ça. Malgré la guerre, malgré tout. Oui, j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. C'est peut-être ça qui est devenu un moteur. Ouais. Il y a malgré tout quelques responsables politiques français qui ont toujours parlé des chrétiens d'Orient. Alors, je pense à François Fillon, notamment, mais il y en a d'autres. On imagine évidemment leurs paroles et leurs propos sincères, mais c'est bien qu'ici, en France, on se rappelle. Il faut qu'on se rappelle, il faut qu'on porte leurs paroles. C'est très important qu'on le rappelle parce qu'on a tendance, on est tellement submergé par les informations, les actualités. Si on ne le rappelle pas, on oublie tous. Et en 2014, au moment où nous on faisait notre première levée de fonds, il y avait eu l'Ebola. Oui. Il y avait eu Ebola et juste après, il y avait eu la crise en Ukraine. Et je me rappelle, j'oublierai jamais, on était en train de faire notre levée de fonds, mais on travaillait d'arrache-pied, 24 heures sur 24, on a mis un mois peut-être à trouver l'argent pour acheter le bus, mais en un mois, on commençait déjà à oublier cette crise. Et après, il y a eu Charlie Hebdo, et après, il y a eu d'autres attentats qui nous rappellent, attention, mais il faut rester vigilant. Et c'est vrai que cette information qui fait qu'on oublie.
Voilà, de rappeler aux politiques l'engagement. C'est grâce à vous qu'on reste vigilant et c'est pour ça qu'on était ravis de vous accueillir. Vous repartez bientôt, Élise Bogossian? Oui, bientôt. Oui, bientôt. Merci encore. Merci pour ce que vous faites, pour votre engagement et merci pour cet entretien. On arrive presque à la fin de cette émission, mais d'abord, comme d'habitude, ce sont les moments choisis sur notre antenne Public Sénat. Regardez. Il faut que je consacre le maximum de temps à la production et le minimum de temps à la commercialisation. Donc là, le fait d'être en AMAP, ça fait que tous les légumes que je récolte, en 1 heure, ils sont livrés, ils sont partis et puis après ils sont mangés. Donc moi, ça me prend peu de temps de vente. Ensuite, j'ai pas de perte parce que tout ce qui est récolté va dans les paniers. Donc j'ai pas le risque d'avoir des invendus, par exemple. Moi, je pense que ce type de structure, en fait, c'est plus l'avenir de l'agriculture. Parce même en termes d'emploi, c'est quand même, moi, sur une toute petite surface, je crée mon emploi, ce qui est quand même pas rien. Ça tient encore, Fillon? De toute façon, il faut qu'on se démerde. On n'a pas le choix. Les gens disent la même chose. Sur le fond, c'est le meilleur, c'est ci, c'est là. Et puis derrière, ça ne se concrétise pas dans les voix. Bon, alors on se dit, on ne connaît pas la base électorale, ce qui est vrai. Mais en même temps, on a de plus en plus le sentiment que les gens disent aussi, on ne veut pas de Sarko. Et ça, je l'entendais peu il y a quelque temps, et on l'entend à nouveau beaucoup maintenant. Cette idée qui est celle d'une droite qui n'est pas la mienne, qui veut construire une France qui n'est pas la mienne, en effaçant tout l'héritage de la résistance, de la sécurité sociale. Il faut s'en rappeler, c'est l'œuvre du gaullisme. Le gaullisme, c'est la sécurité sociale juste après la guerre. C'est aussi l'assurance chômage en 1958. Je ne vois pas en quoi vouloir en finir avec tout ça, vouloir anéantir cet héritage, anéantir au fond le modèle républicain, car c'est bien de cela dont il s'agit. Vous savez, si on commence à demander à tout le monde de faire sa propre retraite, sa propre assurance maladie, sa propre protection avec un filet de sécurité juste pour les plus pauvres, c'est le modèle américain. La primaire à gauche est lancée dans des conditions très difficiles. Ils n'ont pas pris le temps, contrairement à ce qu'avait fait la droite, d'organiser la primaire sur une durée d'1 an avant d'avoir les 10 200 bureaux de vote. Donc il y aura forcément des contestations, des critiques sur l'organisation même de la primaire. Et en plus, on a un peu le sentiment que tous ne se sentent pas obligés de respecter le résultat de la primaire. Entre ceux qui veulent pas y aller et qui disent « moi j'irai pas, je serai candidat quand même », et ceux qui disent « j'y vais, mais je suis pas tenu de respecter les résultats », je crains que une primaire qui n'est déjà pas un exercice facile, on l'a vécu, devienne pour eux extraordinairement compliqué et dangereux. Oui, il se positionne clairement comme étant le meilleur adversaire face à la droite, c'est son jeu. Donc il a besoin justement de ce coup de peinture de gauche pour être ce champion de la gauche. C'est pas gagné quand même, c'est pas gagné d'abord parce que les Hollandais lui savonnent la planche, ils ne lui ont pas pardonné et ils ne lui pardonneront pas. On sait qu'il y a des proches de Hollande, Jean-Pierre Mignard, un avocat très intime de Hollande qui s'est déjà prononcé pour Macron. Et puis ensuite parce qu'il va y avoir une campagne primaire. Alors d'accord, elle va être courte, mais elle va avoir lieu et il va devoir de toute façon prendre des coups. Donc la question c'est combien de temps cette image-là va durer, parce que c'est une jolie image d'Épinal, mais il va falloir la confronter à l'épreuve des faits de la campagne interne. Ça va être une autre paire de manches. Pour moi, Camus est dans le symbole, c'est-à-dire qu'il l'arabe symbolise quelque chose. Et d'ailleurs, pour moi, l'étranger, c'est tout un jeu de symboles qui nous permet non seulement de comprendre l'époque, mais aussi de comprendre à la fois la confrontation extérieure, mais aussi une sorte de déshumanisation intérieure où tout d'un coup on est détaché du réel. Oui, oui. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, c'est Territoire d'Info. Et je vous retrouve avec plaisir, bien sûr, à 22h. Belle fin de soirée en notre compagnie.